Mais en ville, on pointe du doigt certains qui ont collaboré et qui sont là comme avant. Pardonner ou punir, c'est une des questions que se posent les habitants de cette ville hétéroclite où la crise a mis à nu de vieilles rivalités ethniques. Nous parlerons réconciliation, nous parlerons aussi géostratégie, les forces françaises, africaines et peut-être demain onusiennes. Pour combien de temps vont-elles rester ? Paris déjà sait que ce sera long, ne parle plus de retrait, mais de désengagement progressif. Pourtant, depuis le début, le président François Hollande insiste, ces troupes n'ont pas vocation à s'éterniser dans cette ancienne colonie française. 18 janvier 2013, sur la route entre Bamako et Mopti. On est content des Français. Oui, parce qu'elles sont venues. Quelques jours plus tôt, le président malien Dion Kounda Traoré a demandé à la France d'intervenir au Mali. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. C'est la prise de Konna le 10 janvier par les djihadistes qui a précipité la décision française. Konna est sur la ligne qui sépare alors le pays en deux. Le sud sous l'autorité de Bamako, le nord contrôlé par les islamistes. 4000 soldats français sont mobilisés. Avec eux l'armée malienne, mais aussi 2400 militaires tchadiens. Précédés par les frappes de l'aviation française, les forces reprennent facilement les villes du nord et de l'est, en grande partie désertées par les combattants islamistes. Partout à Konna, Diabali, Gao, Tombouctou, ce sont les mêmes scènes de liesse. Alors qu'à l'arrière, la force de la CEDEAO, la MISMA, commence son déploiement, les dernières grandes villes de l'extrême nord tombent. À Kidal, puis Tessalit, les Français et Tchadiens sont les bienvenus, mais toujours pas l'armée malienne dans des villes où patrouillent les indépendantistes du MNLA. Reste désormais à chasser Acmi de son fief, le massif des Iforas. L'armée malienne est enfin du côté des vainqueurs, ce que la France ne manque pas de souligner haut et fort. Bravo pour le travail que vous avez fait. Parce que s'il n'y avait pas eu l'armée malienne et s'il n'y avait pas eu les guides maliens, vos camarades et vous, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Il faut plusieurs semaines d'intenses combats dans une zone si inhospitalière qu'on la surnomme planète Mars pour que le sanctuaire d'Acmi tombe, au prix de nombreuses vies. Parmi les centaines de djihadistes tués, l'un des émirs d'Acmi, Abou Zaïd. Aucune trace en revanche des otages français qui seraient toujours détenus dans le Sahel. Aujourd'hui, la France a débuté son désengagement. Mais à l'heure où la relève s'organise avec l'Afrique et bientôt l'ONU, Paris annonce déjà qu'1 millier de ses forces seront toujours sur place à la fin de l'année. Après la décision éclair d'intervenir, beaucoup pensent déjà que ces 1000 hommes seront là pour plusieurs années. Nous sommes dans le quartier 4 de Gao, en compagnie d'une patrouille de l'armée française du 92e régiment d'infanterie basé à Clermont-Ferrand. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes à pied. Et nous sommes avec le sergent-chef Thomas. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 mois, c'était pas possible ce genre de patrouille. Il y a 2 mois, non. Il y a 2 mois, la France n'était pas encore ici, nous n'étions pas pleinement ici. Depuis que nous nous sommes emparés de la région du Nord Mali, on peut maintenant progresser dans la ville de Gao. Quelle est la mission aujourd'hui ? La mission aujourd'hui est de prendre du renseignement auprès de la population, savoir si les islamistes, en quittant la zone, ont ont laissé des munitions qui pourraient blesser la population ou qui pourraient venir rechercher. En même temps, nous prenons du renseignement pour savoir si la population a eu des informations concernant les activités islamistes dans la région. Alors quel est le constat ? À l'heure actuelle, le quartier est vide de munitions, au dire de la population, et aucun islamiste n'est revenu récemment. Aucun islamiste n'est revenu récemment. Et comment ça se passe avec la population ? La population est très accueillante. Lors de notre arrivée ici, on a l'impression de revivre des scènes de la libération. La population était très présente au bord des routes. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, énormément d'enfants sont dehors et la population nous accueille à bras ouverts. La population vous accueille à bras ouverts. Et avec l'armée malienne, comment ça se passe ? Avec l'armée malienne, la coopération se passe très bien. Toutes nos opérations sont en binôme avec l'armée malienne, qui connaît très bien la région, qui peut nous amener à intervenir sur les zones où elle a besoin de notre force. C'est-à-dire que l'armée malienne est une armée très mobile, mais très légère. Nous avons une puissance de feu qui nous permet de lui apporter un appui dans ses opérations, qui lui permet d'aller jusqu'au bout de ses opérations. Et comment vous voyez la suite maintenant ? Pour vous personnellement, est-ce que les patrouilles, comme vous dites que a priori le quartier est calme, oui. Est-ce que vous pensez que votre mission ici est bientôt terminée ?
La mission paraît terminée vu que personne n'est là, mais peut-être notre présence fait que personne n'est là à l'heure actuelle. Donc nous maintenons notre présence pour être sûr que rien ne se passe. Le temps que l'armée malienne finisse son déploiement et finisse sa montée en puissance pour pouvoir prendre notre place. Donc nous assurons un complément à l'armée malienne le temps qu'elle puisse assurer pleinement sa souveraineté. L'armée malienne, la voici justement, qui rentre de patrouille. Le moral est bel et bien à la hausse, mais chacun reste sur ses gardes. C'est ce que précise celui qui dirige les opérations des Maliens à Gao, le colonel-major Didier Dacko. On n'a aucun élément concret pour dire que ces éléments sont complètement partis et nous pensons qu'il y a encore des possibilités que ces éléments reviennent sur ces endroits et c'est par rapport à cela qu'il faudrait que nous nous préparons en conséquence pour vraiment occuper ces lieux pour qu'il n'y ait plus de possibilités pour ces éléments de revenir dans ces endroits. Quand est-ce que vous pensez que l'armée malienne va pouvoir voler de ses propres ailes? À n'importe quel moment. Ce que je puisse vous dire, aujourd'hui, nous sommes avec la MISMA et les forces Serval. Si aujourd'hui, elles prennent le départ, l'armée malienne n'a pas le choix, elle est obligée de tenir, en fait, de faire exactement ce qu'elle doit faire. Elle est obligée de remplir ses engagements vis-à-vis du peuple malien. Donc, à tout moment, l'armée malienne est prête à faire ce travail. Nous sommes place de l'Indépendance à Gao qui, sous l'occupation, avait été renommée place de la Charia. Et oui, c'est ici où on fouettait parfois les gens et même les coupait les mains. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la vie reprend ses droits. C'est entraînement de basket, garçons et filles. Et d'ailleurs, nous sommes en compagnie de Jaouja Babi, qui a 19 ans, qui est lycéenne. Merci d'être avec nous. Alors, vous-même, sous l'occupation par les djihadistes, vous avez été emmené à la mairie. On vous a donné, vous m'aviez dit, 10 coups de fouet. Oui, oui. Pour n'avoir pas porté le voile islamique. Et on vous a même menacé de vous envoyer ici. De m'envoyer d'abord en prison et à la fin de prison, on m'amène ici pour me tuer. Si on ne me tue pas, on tue ma mère ou on tue un membre de notre famille. Ça a été quand même très moche. Parce que moi, je n'avais jamais vécu ces moments-là et je ne croyais jamais que des musulmans osent faire ça. Quant à moi, si on me demande, je disais que ce ne sont pas des musulmans. C'est juste des gens qui veulent draguer les gens et puis c'est tout. Et c'est une belle revanche. Vous voici de nouveau sur cette même place, mais pour jouer au basket. Oui. Bon, on vous souhaite bien du courage pour la suite. Alors, comme vous pouvez l'entendre, la vie reprend ses droits. Mais la vie reprend ses droits, on peut le dire timidement. Tout le monde n'est pas encore rentré. Les banques restent fermées, c'est très important. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas recevoir les transferts d'argent venant de l'étranger. Ça veut dire que les fonctionnaires, la plupart, ne sont pas encore revenus parce qu'ils ne sont pas payés s'ils sont ici. Et puis, plus généralement, il y a le sentiment que la ville, que ses environs, ne sont pas entièrement encore en sécurité. Nous sommes au commissariat de police de Gao en compagnie du maire Sadou H. Diallo. Merci de nous avoir rejoints. Merci également à Ousmane Dada Maïga. Vous êtes le porte-parole des mouvements de jeunesse de Gao. Merci à vous d'être là. Merci. Alors, Monsieur le maire, ce commissariat porte encore les traces d'un dernier soubresaut des djihadistes après l'intervention française au mois de février dernier. Quand on voit qu'il y a eu cette attaque spectaculaire alors qu'on pensait que les djihadistes étaient chassés une bonne fois pour toutes de la ville, la question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps est-ce que les Français vont devoir rester là ? Et je ne pense pas que la France doit intervenir rapidement, nous libérer et repartir. Si la France nous libère, la France doit rester jusqu'à ce que nous ayons une armée digne de ce nom qui peut remplacer l'armée française. Ok, donc ça peut prendre du temps. C'est difficile. Il s'agit du terrorisme international. Nous avons été occupés pendant 10 mois par le MNLA d'abord et Amsardine, qui sont des mouvements maliens. Ensuite, ces mouvements étaient accompagnés par leurs complices du Moujao, d'AQMI. Ils ont eu largement le temps de s'installer chez nous. Ils ont eu des collabos, ils ont fait des connaissances. Donc c'est compliqué. Nous pensons que la France doit rester autant que faire se peut. La France doit rester aussi longtemps que cela est nécessaire pour nous aider
à chasser le dernier terroriste de nos territoires. C'est une question de mois, d'années, de décennies? Je pense que c'est une question de beaucoup d'années, d'une vingtaine même d'années, parce que j'avoue que ce n'est pas une affaire de 2 jours. On a vu le 26 janvier passé, quand on a été libéré, on a crié, on a applaudi, on a pensé que c'était fini. Mais après, malgré la présence de la France, malgré la présence des forces africaines de la MISMA, malgré la présence de l'armée malienne, on a assisté quand même à plusieurs infiltrations de djihadistes ici à l'intérieur de la ville. Donc nous pensons que la France doit continuer son travail pour nous aider à chasser, j'ai dit, le dernier terroriste hors d'état de nuire. Ousmane Maïga a évoqué le fait qu'il y avait cette infiltration de la population locale. Les djihadistes sont partis, mais est-ce que l'esprit des djihadistes est resté chez certains? Est-ce que l'idéologie des djihadistes a été vaincue? Et naturellement, parce qu'ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps, 10 mois, 11 mois, à terroriser des gens. Naturellement, ils ont eu des temps. Mais avant les 10 mois, ils avaient quand même des complices. Parce que à leur entrée ici, ils ont été applaudis par un certain nombre de personnes. Nous avons senti que c'était un truc de longue haleine. C'est-à-dire qu'il y a des années où ils ont installé la lobby ici. Et donc, il y a un secte islamique qu'on appelle les wahhabistes qui sont installés dans la région du nord du Mali depuis 25 ans. On a compris que c'était les représentants. Donc ceux-ci-là avaient déjà les lobbies ici qui étaient les islamistes. Donc ils ont puisé les jeunes élèves de ces sectes-là. Et ce sont eux, c'est des Maliens, c'est des nationaux. Ce sont eux, ils sont encore là. Ousmane Maïga, beaucoup de ces militants sont des jeunes. Où sont-ils passés? Et aussi, que sont devenus, par exemple, les épouses avec lesquelles ils étaient? Bon, aux dernières nouvelles, nous apprenons que certaines épouses sont là. Et vous les accueillez ou est-ce qu'elles sont ostracisées, ces femmes? Bon, c'est quand même nos sœurs. Souvent, selon les cas, hein, ils ont été forcés. Souvent, selon les cas, ils ont été forcés à se marier avec des djihadistes. C'est sûr qu'il y a des cas où ils n'ont pas eu, on ne leur a pas forcé la main. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est obligé d'aller avec dans le sens de la réconciliation. Dans le sens de la réconciliation, et c'est justement une des questions clés. La réconciliation, ce n'est pas seulement une histoire d'idéologie, c'est une histoire aussi de peuples différents qui vivent ensemble depuis très très longtemps et qui aujourd'hui discutent de la réconciliation. Regardez, c'est un reportage de Willy Bracciano. À Gao, Madjoub Ben Ahmed a fait le choix de rester. Pourtant, dans cette ville, tenue pendant près d'1 an par le MNLA, puis le Moudjahou et AQMI, il est difficile d'être un arabe ou un touareg, accusé d'avoir soutenu les djihadistes. Vous voyez cette maison-là, elle est habitée par des arabes, ils ne sont pas là. Celle-là aussi, elle est habitée par des arabes. Celle qui est la grande maison, elle est habitée par des arabes. Celle qui est à côté aussi, c'est des maisons des arabes. Ils ne sont tous pas là. Ils ont peur pour leur vie, quoi. Madjoub n'a pas collaboré avec les djihadistes. C'est pour cela qu'il est bien vu à Gao. Ce commerçant de 55 ans est né ici. Ses voisins sont de toutes les ethnies. Pendant l'occupation, les populations noires ont été les principales victimes et aujourd'hui, elles demandent réparation. Il y a même comme on appelle des peaux noires là, qui ont intégré Moudjahou. Mais ces gens-là, on ne peut pas les pardonner. On ne peut pas les pardonner. On va les mettre seulement à la disposition de la justice. Cet homme, lui aussi, réclame la justice. En décembre 2012, les djihadistes lui ont coupé la main, l'accusant d'être un voleur. Depuis, la vie d'Issa Al-Zouma, père de 3 enfants, a basculé. Il est désormais connu comme étant l'un des 4 amputés de Gao. Ceux qui vous ont coupé mon main là, pour moi, mon jugement, et mes cas me donnaient seulement, je gorge. Vraiment. Même si tu l'es condamné là, ça ne vaut rien. Quelqu'un me coupe ça, je lui pardonne dans ma vie, ce n'est pas ça. Le chemin vers la réconciliation semble long et difficile à Gao. Pourtant, ceux qui sont pointés du doigt, comme ces Touaregs, souhaitent ardemment la paix. Ces chefs de faction rappellent qu'ils ont grandi ensemble et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les temps pressent.
On a besoin de réconciliation, on a besoin de s'entendre, on a besoin de revenir. Les gens souffrent, les réfugiés souffrent. Les rues de Gao sont beaucoup plus animées qu'il y a 2 mois. Les autorités affirment qu'il ne manque plus que 10 000 habitants sur les 78 000 que compte la ville. Alors, à la tombée de la nuit, les radios locales lancent des appels au retour. Mon cher frère, tu as besoin de paix. Tes amis, ta maman, ton papa, ta sœur, ton frère, tout le monde en a besoin. Cette mère de famille a fait le choix de rentrer du Niger il y a 2 mois, trouvant sa maison complètement pillée. Mais Maïmouna préfère voir grandir ses 9 enfants ici. On est de retour car on est mieux chez nous. En revanche, on reste dans notre maison. On ne va pas chez les autres. Si on est revenu, c'est parce que les militaires sont venus nous libérer, nous protéger. Elle a repris son commerce, c'est sa priorité. Le pardon et la réconciliation viendront plus tard. Il y a le volet réconciliation entre gens du Nord, mais il y a aussi le volet réunification avec le reste du pays. Là-dessus, beaucoup ici se plaignent que Bamako n'a pas encore véritablement repris la main dans le Nord. Et justement, dans la deuxième partie de notre émission, nous nous rendrons dans la capitale. Restez avec nous, on revient tout de suite sur France 24. Redescendez 1200 km le long du fleuve Niger et vous êtes à Bamako. Bienvenue dans la deuxième partie de notre spécial, le Mali du nord au sud. Bamako, jamais inquiété par les combats, mais où la déroute de l'armée malienne l'an dernier a provoqué un coup d'État. Bamako, une capitale pauvre, même à l'échelle de l'Afrique, mais ça peut fort ressembler à un havre de paix lorsque vous venez du nord. Nous sommes dans le quartier Bakadi Korani à Séi. Nous sommes venus rencontrer l'adjointe au maire de Gao. Elle est déplacée à Bamako depuis les événements. Il s'agit de Saïma Issa Maïga. Bonjour. Madame le maire, bonjour. Ça va bien? Ça va? Ça va. Je vous suis. Ok. Bienvenue chez moi. C'est ici qu'on loge depuis que nous avons quitté à Gao. On a fait un premier logement où on a été presque chassés. Et nous sommes dans le deuxième logement comme ça. Et, vous êtes combien nous sommes 24. Actuellement, nous sommes 24. On était plus, mais actuellement, nous sommes 24. Je vais vous montrer là où on dort. La nuit, on monte. Et les femmes dorment par là. Les femmes dorment par là. Vous voyez les nattes et puis nos couchettes. Et puis ici, c'est les hommes qui dorment par là. Bamako, pas de tout confort, mais Gao beaucoup trop dangereuse dans les premiers jours de l'occupation en avril 2012. La nuit, il y a un de nos conseillers qui est venu me dire « Madame le maire, tu sais ce qui s'est passé hier nuit on a amené les enfants, les jeunes filles de notre gardien de 20h jusqu'à 4h du matin. Elles ont été violées. Et là, j'ai pris encore peur parce que je me suis dit, moi j'ai des jeunes filles chez moi, j'ai des enfants chez moi, et ils sont venus seulement la nuit comme ça avec des coups de fusil et puis ils ont amené les 3 jeunes filles. Et ces 3 jeunes filles, aucune d'elles n'avait encore 16 ans. Si je vois ça chez ma voisine, il faut que j'attende aussi mon tour. Donc avant que mon tour ne vienne là, moi j'ai pris la tangente. Donc vous prenez la route, c'est tendu. Mais d'après ce que vous m'avez dit, quelque part, vous avez eu plus d'embûches une fois que vous êtes passé dans la zone sud que lorsque vous étiez dans le nord. Mais oui, les premiers temps quand nous sommes arrivés ici à Bamako, c'était pas du tout facile pour nous. Parce que à chaque rencontre, on nous dit, il faut retourner, qu'on vous botte là-bas parce que vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des rebelles. Vous êtes des complices des rebelles. Ça nous a fait très 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 mal. On était entre le marteau et l'enclume.
Nos frères nous ont chassés de Gao, on vient dans notre pays, qui est le reste du Mali. Là aussi, on a rencontré toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce que maintenant vous comptez faire? Moi, je compte retourner chez moi. Je préfère être chez moi 1000 fois que d'être ici à Bamako une seule fois. Même si je gagne tout à Bamako, je me sens à l'aise chez moi. Plus à l'aise là-haut que dans la capitale, cet enseignant de Gao qui, en attendant de rentrer, effectue des remplacements. Monsieur Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Monsieur. Bonjour. Je vous prie de nous excuser de vous interrompre. Il n'y a pas de problème. Depuis que vous n'êtes plus à Gao, vous enseignez en tant que suppléant ici à Bamako. Ici, c'est l'une de vos classes? Ici, c'est l'une de mes classes. Depuis que je ne suis pas au nord, c'est la classe que j'ai à main pour les cours de français et histoire, géographie. La fuite d'Amadoun Abdoulaye s'est d'abord faite en pirogue avant de prendre la route plus bas. Gao me manque beaucoup. Ni jour et nuit, Gao me manque. Je pense à Gao. Et aujourd'hui, si les moyens... Qu'est-ce qui vous manque le plus? Donc le plus, les amis, les parents, mes élèves et tout. Tous veulent rentrer à la fin de l'année scolaire, mais tous ne le feront pas. C'est ce qu'affirme cet autre enseignant qui se retrouve loin, très loin de son affectation habituelle à Kidal, dans l'extrême nord. Si les autorités compétentes prennent ces gens-là en charge, et quand je dis prendre en charge, n'est pas de faire déplacer la personne à aller dans le lieu de départ seulement. Il faut le prendre en charge pendant un certain temps avant qu'il ne se rassagisse. Il en va de la responsabilité de l'État malien, mais les yeux se tournent aussi vers la communauté internationale. Parce que seul Bamako ne peut pas construire. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est l'aide étrangère, grâce à là que nous sommes arrivés à cette situation que nous sommes 6. Donc il faut que l'aide étrangère continue à venir. Et là, le Mali doit venir en appui. On doit venir en appui au Mali pour qu'on facilite vraiment le retour à nos lieux. Bamako ne peut pas tout régler seul dans le nord. Et pour comprendre combien l'État malien est fragilisé, nous quittons le centre-ville. Il y a la méfiance entre le nord et le sud, et puis il y a les troubles propres à Bamako. Nous sommes devant la grande caserne de Kati, à 15 km au nord-ouest de la capitale. Depuis l'intervention française, les militaires maliens se font plus discrets, mais c'est un mutisme relatif. Certains ont le sentiment que l'armée continue de tirer des ficelles en coulisses. L'armée malienne de retour sur l'échiquier politique après 2 décennies d'absence. À l'origine de la crise malienne, il y a la colère d'une grande partie de l'armée, les bérets verts. Ils estiment que le président Amadou Toumani Touré, dit ATT, ne leur donne pas les moyens de lutter contre la rébellion Touareg, qui a lancé en janvier 2012 une série d'attaques dans le nord du pays. Alors, 2 mois plus tard, les bérets verts renversent ATT, mettant fin à 20 ans de règne démocratique au Mali. Le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Un leader émerge, le capitaine Amadou Sanogo. Inconnu jusqu'alors, on apprend qu'il a reçu une formation militaire aux États-Unis. On ne touchera à l'intégrité physique d'aucun. Mais je vous assure déjà, tant que je resterai à la tête de ce mouvement, tant que je me ferai joindre par la société civile pour faire un avenir de ce pays, ils passeront quand même devant une juridiction compétente au vu et au su de tout le peuple malien. Face à la pression internationale, la junte cédera officiellement le pouvoir en avril à Dione Kounda Traoré, le président de l'Assemblée nationale. Mais 1 mois plus tard, des manifestants favorables à la junte pénètrent dans son bureau et le passent violemment à tabac. Il sera soigné en France pendant 2 mois. À plusieurs reprises depuis le coup d'État, des incidents armés opposent les bérets verts et les bérets rouges, ceux qui étaient proches d'ATT. L'image de cette guerre fratricide est désastreuse alors que des forces étrangères, notamment françaises et tchadiennes, se battent depuis janvier contre les djihadistes dans le nord du pays. Quel sentiment croyez-vous qu'éprouvent vos frères, vos compagnons d'armes, venus vous offrir de mourir à vos côtés pour sauver votre pays? L'armée jure que les rivalités internes sont désormais enterrées, mais les Maliens se demandent toujours si le prochain chef d'État pourra gouverner sans entrave et s'il aura les moyens de poursuivre les militaires corrompus et ceux qui ont commis des exactions.
Quant à Sanogo, il reste dans son camp et garde le silence. Nous sommes maintenant à côté du palais présidentiel dans le parc national du Mali, en compagnie de deux invités de marque. Alexis Calambri, directeur du journal Les Échos, merci d'être avec nous. Merci également à Taïrouba, qui est professeur d'histoire-géographie et président du mouvement du 2 février qui porte le nom du jour où François Hollande est venu au Mali, c'est ça? C'est ça, merci. Et votre mouvement milite pour le changement politique au Mali? Tout à fait. Nous sortons d'un reportage où nous avons vu les rivalités au sein de l'armée, le coup d'État et tout ce que ça a entraîné ici à Bamako. Est-ce que l'ombre de l'armée pèse sur le processus en cours ou est-ce que les militaires vont rester aux casernes? Le problème que nous connaissons aujourd'hui au sein de l'armée malienne est un problème antérieur au 22 mars. Mais nous ne sommes pas du tout surpris de voir que ce qu'on est en train de dire, entre guillemets, les bérets rouges et les bérets verts. Donc, moi, je pense que ces deux fractions de l'armée sont victimes des manipulations politiques de part et d'autre. Donc on essaie d'opposer les forces armées les uns aux autres uniquement pour des considérations politiciennes. Et nous ne sommes pas du tout surpris de voir aussi que si l'armée a des tentations pour jouer un rôle politique dans le Mali, parce que de toute façon il y a eu un coup d'État et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais ce que nous voulons exactement aujourd'hui, vraiment c'est ce que tous les Maliens se retrouvent, les forces sociales, forces politiques, et même les forces militaires pour poser un débat national sur toutes les questions en vue de trouver une solution durable à la crise. Et les militaires doivent participer à ce... Évidemment, évidemment. Les militaires ne sont pas des corps externes au peuple malien, ils font partie du peuple malien. Je pense que s'il y a débat aujourd'hui dans notre pays, c'est toutes les forces politiques, sociales et même militaires qui doivent s'asseoir sur une table ronde et discuter de tous les problèmes. Alexis Calambri, vous êtes d'accord? Est-ce que les militaires doivent participer au processus, au dialogue, ou est-ce qu'ils doivent rester à la caserne? C'est-à-dire qu'il y a le premier aspect de votre question, c'est si les militaires ont, disons, une implication dans le processus. Je pense que l'ombre de l'armée plane sur tout ce qui se fait et pire, l'armée imprime sa marche à ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce qu'il faut discuter avec les militaires ou sans les militaires? Comme on dit chez nous, on ne peut pas raser quelqu'un en son absence. Il y a eu des actes qui ont été posés, il y a eu des actes qui sont contre la constitution du Mali, il y a eu un grand chamboulement qu'on a apprécié différemment, mais à l'heure des dialogues, il faut que les militaires soient présents. Certes, on se réjouit du fait qu'il y aura, parce qu'il y avait un manque de formation. Avec la formation qui vient, il est important que le dialogue se fasse avec les militaires. Excusez-moi de vous interrompre, il y a eu de la formation avant déjà pour des militaires, et le capitaine Sanogo en est un exemple, puisqu'il est allé être formé aux États-Unis, et derrière il fait un coup d'État. Non, je pense pas. La formation au métier des armes est à deux volets. Je pense qu'on n'avait pas suffisamment inculqué, certainement dans la tête des militaires, la subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique. Et ce qui a manqué chez nous. Donc c'est vraiment l'aspect sur lequel on attend les formateurs ETM qu'ils fassent comprendre aux militaires qu'ils doivent leur pouvoir est subordonné au pouvoir politique, au pouvoir civil. Et en cela, elle peut être salutaire, et de cela dépend tout le reste du processus. Pour qu'on puisse intégrer les militaires dans les négociations, dans le dialogue, il faut effectivement qu'ils aient une bonne base, qui est le postulat de base en démocratie qui soit partagé par tout le monde. Alors, ce changement de mentalité, c'est peut-être pas un travail d'un ou deux jours. Est-ce qu'on peut aujourd'hui aller aux élections? On peut aller aux élections, mais est-ce qu'on peut aller aux élections au mois de juillet? C'est discutable. Le problème, c'est que la France, notamment Hollande, semble faire du deadline du mois de juillet un impératif.
Je pense que c'est une erreur. Disons, organisons dans le plus bref délai, organisons en 2013, mais il y a un travail préalable qu'il ne faut pas bâcler, qu'il ne faut pas précipiter. Avant de répondre à cette question précise par rapport aux élections, j'aimerais quand même soulever un petit point. La formation, il ne s'agit pas d'envoyer quelques officiers, une dizaine, une vingtaine ou une cinquantaine, peu importe le nombre, de les envoyer aux États-Unis ou en France pour dire que l'armée malienne a été formée. La formation politique et militaire de l'armée ne doit pas se limiter que ce que j'ai appelé des stages de formation dans des pays occidentaux. Pour moi, ce n'est pas une formation proprement dite. Ce que nous voulons par rapport à l'armée malienne, avant d'avoir d'abord une armée forte, il faut avoir un État fort. Et tout le monde sait que pendant les 10 dernières années, l'État malien était quasiment inexistant. Donc on ne peut pas construire une armée forte et affaiblir l'État. Calambri a parlé, la subordination de l'armée au pouvoir politique, il faut d'abord que le pouvoir politique soit fort. Et avec un pouvoir politique fort et un État fort, on peut avoir une armée forte. Ce que nous avons aujourd'hui au Mali, ce n'est même pas une armée, c'est des hommes armés que nous avons, des hommes qui ont été armés pendant des années et qui étaient là au service d'un groupuscule d'hommes politiques et de femmes politiques, au détriment même de l'intérêt national du Mali. C'est ça qui nous a amenés dans tous ces problèmes. Aujourd'hui, nous voulons que l'armée, dans son ensemble, dans toutes ses dimensions, soit formée sur le territoire national malien, aidée par les partenaires sous-régionaux et internationaux du Mali. Et sur ce que disait Alexis Calambri sur les élections, oui en 2013, mais pas en juillet? Bon, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Tenir des élections, c'est une bonne chose pour la démocratie. Est-ce que l'heure n'est-il pas venue pour l'ensemble des Maliens aujourd'hui de faire même le bilan de cette démocratie qui a été disqualifiée par les coups d'État du 22 mars? Et cela passe par un dialogue politique intermalien élargi avec les forces politiques de l'intérieur et de l'extérieur. On ne peut pas aller aux élections dans la précipitation. Oui, aux élections, mais quand même, il faut quand même des préalables. Et ces préalables passent par la sécurisation du pays, par le retour des réfugiés, par la mise en place d'un fichier électoral propre, qui sera acceptable par tous les acteurs politiques et sociaux du Mali. Sans quoi aller vers des élections dans ces conditions, moi je pense que les résultats peuvent être contestés et ça peut entraîner une crise post-électorale. Oui aux élections, mais il faut d'abord des préalables pour que les Maliens ne se sentent pas encore une fois de plus vexés ou dupés. Taïrouba, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi Alexis Calambri. Achever la réconciliation entre le Nord et le Sud, entre le peuple et son armée, entre les citoyens et leur classe politique, autant de défis pour le prochain occupant du palais présidentiel. Un palais présidentiel qui porte encore les stigmates de la crise. Et si le Mali, déjà l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, sera longtemps tributaire de la France et de ses alliés pour l'aide, pour la sécurité, tous ici s'accordent à dire que la réconciliation, la vraie, celle inachevée depuis l'indépendance, est bel et bien du ressort unique des Maliens eux-mêmes. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale, le Mali du Nord au Sud. Et restez avec nous, l'actualité continue sur France 24 et France24.com.